Chers collègues, je vous remercie de votre accueil. Donc là, on va essayer d'affronter le problème informatique, mais il n'y en a pas. Très bien. Alors, donc merci de m'avoir invité. On va essayer de vous montrer un petit peu le point, donc les conflits d'intérêts. Vous savez que les cardiologues sont très exposés. Alors, un mot pour rappeler ce qu'a dit Raj. Là, les diapos sont en anglais, mais c'est mon anglais, donc il n'y a vraiment aucun problème. Le premier cas d'implantation de prothèses aortiques a eu lieu en 2002-2003, et à quelques mois près, il y a eu aussi les premières interventions percutanées sur la mitrale. Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après, il y a 10 fois plus d'implantation de prothèses aortiques percutanées que d'interventions percutanées sur la mitrale. Pourquoi cette différence? C'est parce que la mitrale, c'est beaucoup plus compliqué que l'aorte, et ça, vous le savez aussi bien que moi. L'aorte, c'est assez simple, il y a deux ou trois valves, parfois une, c'est calcifié, on a de quoi fixer une prothèse, ça marche. La mitrale, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, et ici une représentation qui peut marcher, montrant l'interaction entre le ventricule gauche, l'appareil sous-valvulaire, les valves, les structures adjacentes, donc c'est vraiment un autre monde, et on comprend que ça ait pris beaucoup de temps, et qu'il y a encore malheureusement beaucoup de temps devant nous. Alors, le rationnel, il y en a tout de même un. Il y a des raisons d'aller essayer de mettre des valves en position mitrale par voie percutanée. Il y a beaucoup d'insuffisance mitrale. Si on n'y touche pas, ça se passe mal. Les patients sont souvent âgés avec plein de comorbidités. Et dans ces conditions, la chirurgie, qui est le gold standard dans l'insuffisance mitrale organique, peut être à très haut risque, voire même contre-indiquée chez les malades. Et puis enfin, en pratique, nous les cardiologues, on se comporte très mal. Et on avait fait cette enquête en Europe il y a une dizaine d'années, et vous voyez que lorsqu'un cardiologue est devant une insuffisance mitrale isolée, sévère, avec des symptômes, on n'envisage même pas de discuter avec un chirurgien dans un cas sur deux, parce qu'on a très très peur de la chirurgie. On oublie complètement que le pronostic spontané est catastrophique. Donc voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup d'industriels qui s'intéressent à ce problème. D'un côté, vous avez les 3 ou 4 devices qui existent. Au milieu, vous avez la grosse colonne en développement. Et puis, vous avez une colonne qui commence à bien se développer. C'est les abandonnés. Alors, on va voir un petit peu 3 catégories. D'abord, on a commencé par mettre des valves dans des valves chirurgicales qui dysfonctionnent ou dans des anneaux chirurgicaux qui ne sont plus compétents. L'état de l'art, registre mondial, il y a quelques semaines, 400 patients traités pour une bioprothèse chirurgicale en position mitrale qui dysfonctionne. Alors les voies d'abord, il y en a plusieurs types. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur, oui, il est là, oui. La voie préférée, c'est la voie par l'apex, et soit 80% des cas, et le reste, c'est par voie transseptale. Il y a aussi d'autres voies. Alors, ici, vous avez donc l'implantation d'une valve par voie transapicale, implantation par voie transseptale, et si on baisse un tout petit peu la lumière, peut-être vous pourrez voir que dans cette bioprothèse, il y a une prothèse qu'on utilise en voie aortique habituellement. Malheureusement, ça ne tourne pas, mais c'est pas grave, vous me croyez. Et lorsqu'il y a un anneau mitral chirurgical qui dysfonctionne, on peut faire la même chose, on peut aller par voie transseptale ou par voie transapicale, et on implante la valve au niveau de cet anneau. C'est quand même un petit peu plus difficile. Alors, quels sont les résultats? 400 malades dans le monde, et à Bichat, on a eu la chance de pouvoir traiter un petit peu moins du 10e de ces patients, des malades à très haut risque, vus par l'équipe chirurgicale, et que l'équipe chirurgicale ne veut pas opérer, préfère nous confier, et quand on voit leur mortalité escomptée pour la chirurgie, 30%, on comprend que le Heart Team est préféré aller vers la cardiologie. Ils sont très symptomatiques, on les a tous faits par voie transfémorale, transseptale, parce qu'on reste quand même cardiologue. Choisir la taille de la prothèse, c'est pas si facile. Vous prenez un écho, vous prenez la scopie et vous prenez le scanner, 3 résultats différents. En gros, on coupe la poire en deux, c'est-à-dire qu'on prend la mesure du milieu, et c'est pas très facile de choisir la taille d'une prothèse ronde quand on la met dans un anneau qui est tout au front. Il y a des procédures qui ont été faites en catastrophe, des malades qui étaient sous assistance circulatoire tellement ils étaient mal. Un taux de succès de l'ordre de 80% et tout de même quelques complications. C'est juste une illustration, seulement 30 malades.
Lorsqu'on les traite et lorsqu'on met ces prothèses en place, eh bien, ça améliore l'hémodynamique. Le gradient diminue et il y a très peu de patients qui terminent avec une insuffisance mitrale résiduelle. Vous voyez, c'est le rouge, il n'y a quasiment pas d'insuffisance résiduelle. Donc un résultat hémodynamique qui est bien, et si on regarde à 1 mois, on a 90% de patients qui sont survivants. Alors, bien sûr, c'est une toute petite série, il faut être extrêmement modeste. Le grand registre mondial nous amène quelques éléments supplémentaires, nous dit que si on ne peut mettre que des petites valves, eh bien on a des gradients résiduels qui sont importants, donc si la valve est petite, c'est pas une solution hémodynamiquement satisfaisante. Enfin, pour le suivi, donc là on a un suivi à 30 mois, c'est vraiment, il faut être très très modeste, 60% de malades survivants à 30 mois, mais ils meurent de leur comorbidité le plus souvent. Le bon point, c'est que lorsqu'ils survivent, ils sont très bien fonctionnellement. Donc, tout débutant, des caveats, mais aussi un intérêt. Et dans le grand registre mondial, quand même sur 400 malades, je vous rappelle, grand, c'est pas toujours grand, il y a des meilleurs résultats lorsqu'on met une valve dans une bioprothèse qui dégénère que dans une valve dans un anneau. C'est plus difficile, mais c'est sans doute parce que les malades qui ont des anneaux ont beaucoup de cardiopathie ischémique et leur pronostic est moins bon. Enfin, on a appris en les suivant, on ne les suit pas depuis longtemps, le plus grand recul c'est 5 ans, là on a un recul d'un peu moins de 3 ans, on a vu quelques complications qu'on connaissait déjà pour les bioprothèses chirurgicales. Il peut y avoir des thromboses au bout de quelques mois, et heureusement, elles guérissent sous anticoagulants. Voilà l'état de l'art. Maintenant, on est venu au secours de nos collègues chirurgiens en mettant des valves dans des maladies annulaires calcifiantes. Et Iraj est un chirurgien d'exception, mais Iraj, tu ne voulais pas opérer des malades comme ça, avec ces calcifications monstrueuses de l'anneau mitral, et un de vos collègues a écrit que c'est un réel challenge chirurgical. Voilà par exemple un cas, vous voyez ces calcifications massives de l'anneau au scanner, à l'écho, et la sténose mitrale résiduelle. Alors, on peut les traiter, donc là, ça ne marche pas, mais vous voyez ces très grosses calcifications, positionner la valve au milieu, c'est pas si simple, parce qu'on n'a pas de rapport très évident. Néanmoins, on s'aide beaucoup de l'échographie tridimensionnelle. C'est une illustration. Vous voyez ici la prothèse qui est au niveau de la valve. Et lorsqu'on est bien guidé par nos collègues échographistes, les choses se passent assez bien. Et voilà après l'implantation. Donc la prothèse est en position mitrale. Et vous voyez ici au scanner, elle est parfaitement déployée. Alors, là, c'est au scanner. Bon. Quel est l'état de l'art ? Tout à l'heure, je vous ai montré 400 malades, j'ai dit c'est pas beaucoup, et là, c'est 64 patients dans le monde, dans 32 centres. C'est dire qu'il y en a quand même pas beaucoup. Mortalité, regardez un seul chiffre, 30%. C'est lourd. Alors à Bichat, on n'en a pas fait beaucoup, là on en a un petit peu moins de 20, on a présenté 13 récemment, c'est des malades extrêmement graves. Vous voyez une mortalité aussi qui est escomptée de l'ordre de 15% si on les opérait, mais le facteur anatomique ferait que vous les contre-indiquiez. Et la procédure, on l'a toujours faite par un abord transseptal. On a eu un succès dans 70% des cas, mais la plupart de nos échecs ont été dus au fait qu'on avait besoin de mettre une deuxième valve parce que la position n'était pas parfaite, mais on est heureux de ne pas avoir eu de mortalité dans cette série. Et au terme d'1 mois, on a un patient qui décédera et relativement peu de complications tardives. Et aussi, en termes de d'hémodynamique, d'insuffisance mitrale, les patients ont très peu ou pas d'insuffisance mitrale. Donc, c'est très préliminaire, mais ça peut rendre service à des malades qui sont contre-indiqués pour la chirurgie si on apprend à maîtriser cette technique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Maintenant, on arrive à ce qu'Iraj avait demandé qu'on traite, c'est l'implantation de valves dans des valves natives. Alors, boum! On a vu dans cette publication d'une compagnie que le premier cas a été fait en Danemark en 2012 et malheureusement le pauvre patient n'a vécu que quelques jours. Alors on a des valves. Il y en a une petite quinzaine et voilà les valves principales. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce dessin ? Eh bien que ces valves sont très très compliquées, très sophistiqué et qui a du péricarde, en général des queues de péricarde, mais des systèmes de fixation extrêmement sophistiqués. Et on imagine tout de suite les problèmes auxquels on va devoir faire face pour accéder. La taille de ces prothèses, du cathéter pour amener ces prothèses, c'est un petit peu moins de 10 fois un cathéter de coronarographie. C'est quand même très gros.
il faut les positionner, il faut arriver à les fixer. Il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite, il ne faut pas qu'elle bouche la chambre de chasse du ventricule gauche, il ne faut pas qu'elle se thrombose, où il y a plein de métal, il faut qu'elle soit durable, et puis il faut que les chirurgiens arrivent à les enlever. Vous voyez tous ces défis. Eh bien, les accès, le premier cas d'implantation par voie transseptale a été fait par un ami à Rome. Vous voyez, c'est quand même une affaire assez compliquée. Voilà la prothèse en place, vous voyez les queues de la prothèse et les queues natives du malade. Vous avez ensuite le challenge de la fixation. Celui-là tourne, je ne sais pas pourquoi, il est formidable. C'est pas simple de fixer les valves dans un cœur qui bouge. C'est pas un socle de calcaire comme dans la valve aortique. C'est très mouvant, c'est très dynamique. Il y a un environnement avec des pressions très différentes. On ne peut pas compter que sur la force radiaire comme en position aortique. Il faut s'accrocher. Et les moyens d'accrochage, alors c'est absolument formidable. On a des petits onglets, des petites tablettes, on fixe au ventricule, on fixe aux valves, voire même on les fixe au niveau de l'apex du ventricule gauche pour les faire tenir. Ça paraît un tout petit peu fantaisiste quand même. Voilà un listing de quelques valves qui sont en évaluation. Il y en a 3 en bleu, c'est les valves qui sont dans les essais cliniques. Je ne vais certainement pas vous donner les résultats, comme l'a dit Iraj. On les communique comme ça, c'est beaucoup des bruits. Je crois qu'il y a 3-4 malades qui ont été publiés sous forme formelle. En gros, dans les 50 premiers patients, il y en a un peu moins de 100 maintenant, mortalité de 50%, parce que ça a été fait, in extremis chez des malades qui étaient plein de comorbidités, qui avaient plus de fonction ventriculaire. Et voilà, c'est pas tellement la faute des devices, c'est la faute d'un mauvais choix des malades. Un abord beaucoup plus intéressant qu'essayer de fixer ces valves dans des endroits absolument impossibles avec des valves mitrales qui bougent, c'est d'aller en 2 temps, de fixer un système de docking au niveau de l'anneau mitral et ensuite mettre dans ce système une valve traditionnelle, et on travaille sur ce sujet. C'est sans doute quelque chose qui pourra s'adapter à toutes les anomalies anatomiques et qui a, j'espère, un plus grand futur. Alors maintenant, pour en terminer, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Eh bien d'abord, pour faire tout ça, toujours le même refrain, mais je crois qu'il est essentiel pour progresser qu'on travaille dans des centres spécialisés, des gros centres où il y ait des cliniciens, des bons imageurs, des cardiologues interventionnels et des chirurgiens, et que tout le monde travaille ensemble. Il faudra aussi éviter de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de traiter des patients où toute intervention est futile. C'est-à-dire qu'ils vont mourir de leur comorbidité, ou ils vont mourir parce qu'ils n'ont plus de ventricule gauche. Il faut traiter des patients qui ne sont pas des patients chirurgicaux, et la chirurgie c'est très large dans le domaine de la mitrale, réparation bien sûr, remplacement souvent, assistance ou transplantation. Donc il faut arriver à trouver sa place quelque part au milieu de tout ça. Il faudra investiguer ces malades, et l'évaluation préopératoire est essentielle. L'écho est essentiel. Ça vous donne le diagnostic lésionnel, ça vous permet d'apprécier la fonction et ça vous permet aussi d'évaluer la maladie. L'écho restera absolument. Mais la technique d'imagerie qui se développe de manière considérable, c'est le scanner. Et voilà ici quelques illustrations de comment mettre une valve dans un anneau très calcifié. Voilà un petit peu l'évaluation qu'on fait avant d'implanter une valve ou de faire une annuloplastie. On doit regarder l'anneau mitral, on choisit la taille de la prothèse, on choisit le lieu d'arrimage de la prothèse, c'est très sophistiqué. Et ici un papier qui est un peu compliqué, mais il faut juste regarder les grands titres. Il faudra combiner de l'écho bitridimensionnel, du scanner, pour arriver à mesurer ces anneaux qui sont tous au front, pour arriver à voir un petit peu la morphologie de cet anneau, voir le reste de l'appareil cardiaque, et voir par exemple si on ne va pas créer une obstruction de la chambre de chasse. C'est l'imagerie multimodalité, et il y a des centres, pas Bichat malheureusement, où on peut avoir ces imageries multimodalités pour planifier la procédure. Et voilà ce qui se fait à New York. Eh bien, avant de procéder à une implantation de prothèse par voie percutanée, eh bien, ils font la manip à l'extérieur, sur les données du scanner, et ils vont la mettre en bonne position, la choisir, et ne pas la mettre, bien sûr, s'il y a un risque d'obstruction. Où va-t-on faire ça ? Eh bien, on doit faire ça dans des salles, idéalement des salles hybrides, avec beaucoup... Ça, c'est à Leipzig, hein, c'est pas chez nous, bien sûr. Là, beaucoup d'imagerie, tout ce qu'il faut comme matériel, des gens compétents qui travaillent ensemble, et la possibilité, bien sûr, de faire un recours chirurgical très rapide.
Et pendant, il faut se guider. Pendant, il faut on a toujours l'échographie transésophagienne, mais il faut aussi arriver à avoir des systèmes de couplage entre l'imagerie traditionnelle et l'échographie transésophagienne. L'arceau qui suit l'écho-œsophagien, c'est absolument merveilleux. Je crois qu'il y en a un à Paris, enfin pas chez nous là encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous les cardiologues? Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne l'imagerie. On ne connaît rien à l'anatomie par définition, mais il faut qu'on apprenne l'imagerie. Et si on veut être capable d'implanter ces valves, on doit se repérer. C'est très important. Et notre but, ça va être d'essayer de répliquer à une petite échelle ce que vous faites. Et quand les chirurgiens réparent une valve mitrale, voilà le menu. Alors nous, qu'est-ce qu'on a à proposer? On a la réparation. La réparation, je vous avais parlé la dernière fois de ce procédé pour faire un double orifice mitral. Maintenant, on a l'annuloplastie qui commence à se développer un petit peu, et on a aussi l'implantation de cordage par voie percutanée. Donc on peut arriver à faire, disons, un bricolage qui permet de donner une solution palliative pas trop mauvaise à des malades inopérables. Puis quand on ne peut pas, quand l'anatomie ne s'y prête pas, ce qui va être le cas dans de nombreuses pathologies, la non dégénérative, on aura recours au remplacement dont on parle à l'instant. Est-ce qu'on peut opposer aujourd'hui remplacement percutané et réparation? C'est absolument impossible. D'un côté, vous avez 25 000 malades réparés, de l'autre côté, vous avez moins de 100 malades remplacés. Donc on peut imaginer que probablement le remplacement sera plus simple. Avec une seule procédure, on pourra traiter beaucoup de maladies, mais il y a tous ces challenges dont je vous ai parlé, et la réparation a un certain nombre d'avantages. Alors, si on se projette un peu dans le futur, je crois que si on a des anatomies pas trop compliquées, des malades pas trop évolués, ça sera probablement le champ de la réparation. À l'autre bout du spectre, si on a des malades, des anatomies très compliquées, des malades très malades où on veut aller tout d'un coup et vite, ça sera plutôt du domaine du remplacement, mais là, il faut réfléchir. Et puis, remplacer la valve mitrale sans traiter la valve tricuspide, mais c'est pas du travail. Il faut absolument corriger aussi la valve tricuspide. Et là, on débute. Moins de 15 malades dans le monde ont été traités. Des résultats rapportés sur quelques case reports. Alors on peut faire des petites plicatures dans un coin. On peut faire ce qu'on fait, c'est complètement fou, mais enfin, on va bicuspidaliser la valve tricuspide en tirant sur une vis ici, en déployant un stent pour fixer les choses, et ça donne ça. Ou bien mettre, nos collègues canadiens, un ballon au milieu de l'orifice tricuspide pour qu'il fuit moins. Vous voyez où on en est? Donc c'est très balbutiant. Enfin, on peut faire des multiples remplacements valvulaires. Voilà un cas qu'on a eu l'occasion de faire en une seule procédure, par voie percutanée, implantation d'une valve aortique et implantation d'une valve dans la valve en position mitrale. Pour en terminer, donc, les industriels sont extrêmement actifs. Je vous ai déjà montré cette diapo. On fait des papiers pour essayer de dessiner ce que devront être les essais de demain, et je crois que c'est très important. Et puis, il faut que les pouvoirs publics nous aident. Et si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France pour les procédés de réparation valvulaire mitrale percutanée, on est un tout petit peu moins bien que la Grèce, et on est vraiment très défavorisé par rapport à l'Allemagne et la Suisse. Il faut que les pouvoirs publics suivent. Alors pour en conclure, mes chers collègues, ces remplacements valvulaires aortiques par voie percutanée, c'est l'affaire d'un groupe qui va évaluer très bien le cœur par l'examen clinique, mais aussi l'extracardiaque, faire une imagerie multimodalité. Moi, je crois beaucoup au futur des interventions en cas de dysfonction de bioprothèse ou d'annuloplastie. L'implantation de les maladies annulaires calcifiées, c'est intéressant, mais ça ira jamais très loin numériquement. Le remplacement dans les valves natives, c'est très très préliminaire, il y a plein de problèmes à résoudre. Le remplacement mitral par voie percutanée sera sans doute complémentaire de la réparation, il ne fera pas tout le travail, et dans le futur, les indications vont certainement se modifier en fonction d'une bonne évaluation et de progrès technologiques. Et pour faire ça, il faudra beaucoup de travail, du talent, il y a des collègues qui en ont, un esprit d'innovation et beaucoup d'engagement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alec. Tu nous ouvres des horizons pour les mois et les années à venir. Est-ce que ça était possible de nous décrire les pratiques? Parce que toi, en face des chirurgiens, ils aiment bien. Tu le fais avec l'anesthésie locale, l'anesthésie générale. Tu le fais avec l'échotransœsophagienne. Décrire le procédure. Combien de temps ça dure? Tu vois, les chirurgiens sont toujours sensibles par ça. Absolument. Excuse-moi si je n'ai pas fait ça, mais en gros, donc les valves, comme vous avez compris, ni mon ami Montalesco ni moi, on en met beaucoup dans les valves natives. Dans les autres, c'est un patient endormi
sous anesthésie générale, avec une échographie transésophagienne, et ça se fait en salle de cathétérisme, en salle hybride. Voilà. Et c'est pas très long lorsque c'est une valve dans la valve dans l'anneau, valve dans la valve native, c'est environ 1 heure pour l'implantation. Ensuite, le malade est extubé, réveillé sur la table, va en soins intensifs d'ailleurs, ou pas en soins intensifs, et retourne dans sa chambre le jour même. Voilà. Donc c'est quand même plus léger. Mais c'est balbutiant, il y aura déjà balbutiant. Je sais bien. Ouais. Question. Lobel, Rennes. Alors je suis évidemment complètement ébloui, et je dois dire que dans ma carrière de chirurgien, comme urologue, il y a 2 choses qui m'ont impressionné, c'est brusquement pouvoir détruire les calculs du rein par l'extérieur, par la lithotricie extracorporelle, c'est d'obtenir une érection en prenant un comprimé, alors qu'avant je faisais de la réimplantation vasculaire, et alors la chose en chirurgie cardiaque, c'était d'imaginer qu'on puisse mettre une valve. Je pense qu'il y a 10 ans, on aurait dit ça, ou 15 ans, on aurait été enfermé. Alors, votre présentation est fantastique, sauf qu'elle est un peu précoce, c'est-à-dire que dans 5 ans, vous reviendrez nous voir, les salles hybrides se seront bien simplifiées et les résultats seront... Alors, quelles sont mes questions? J'ai juste 2 questions. La première, c'est pour les valves cardiaques, parce que là, vous avez encore trop peu de... Quelle est la proportion maintenant de remplacement chirurgie ouverte et percutanée? Ah, pour l'implantation de valves mitrales, je vous ai montré... Cardiaque. Aortique, pardon. Alors, aortique, en France, j'ai pas le chiffre, peut-être que Iraj pourra vous le dire. Je sais qu'en Allemagne, en 2014, c'était 45% de valves aortiques pour sténose aortique par voie percutanée, et ça monte comme ça. La chirurgie commence à diminuer, mais la très bonne nouvelle, c'est que le nombre de patients traités augmente. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, on avait fait cette étude européenne. 1/3 des patients symptomatiques avec sténose aortique serrée n'étaient pas référés pour un traitement. Donc c'est formidable, ces malades sont traités maintenant. Voilà. Et pour la mitrale, on ne peut pas dire, je vous ai montré les chiffres, c'est rien. Et la deuxième question, c'est juste une question financière, mais pas du tout en critique, mais au contraire pour essayer de comprendre le coût de cette recherche. Qu'est-ce que coûte une valve implantable aortique et une valve mitrale? Alors, c'est le même prix, parce que nous, on implante des valves aortiques en position mitrale. C'est de l'ordre de 20 000 €. Et la valve chirurgicale, Irad, c'est combien? C'est 3 000, voilà. C'est à peu près 1 à 10 comme rapport. C'est quand même beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Mais les valves sophistiquées, je vous ai montré, je ne sais pas, enfin on n'a pas notion des prix, elles ne sont pas commercialisées, je vous ai dit 50 au total dans le monde, enfin ça sera sûrement très cher. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a appris ça le mois dernier, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été investis par les plus grandes compagnies de matériel médical dans l'achat de start-up qui fabriquent des valves implantables en position mitrale. Donc il y a un gros pari industriel. Voilà, je ne sais pas s'ils ont raison, j'ai essayé d'être très prudent, je ne sais pas s'ils ont raison. Mais là, il y a un courant financier énorme. En ce qui concerne l'argent et le coût, il faut voir le coût global. Parce que l'objectif final, c'est qu'une personne qui arrive le matin, on lui met sa valve et il rentre le soir. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Donc, si la valve, ça coûte 22 000 € à la place de 3 000, mais la différence, le nombre de journées d'hospitalisation qui ont réduit, et surtout la récupération. Un malade qui est opéré, avant qu'il devienne opérationnel, il faut compter quelques semaines. Mais ces malades-là, qui sont faits sous anesthésie locale, les valves aortiques, maintenant, un grand nombre qui sont faits sous anesthésie locale. Tu comprends? Les gens, à la fin de l'intervention, ils se lèvent, ils marchent. Tu comprends? Alors, donc, il faut voir tous ces aspects-là, la récupération. Enfin, pour la valve aortique, on est d'accord, on y est. Pour la valve mitrale, vous avez vu, ça se compte par dizaines. On va parler de la valve. Oui, bien sûr. Voilà. Vas-y. Je vais vous poser une question qui est vraisemblablement complètement désuète parce que je ne suis pas spécialiste. J'ai simplement le souvenir, il y a 55 ans de là, d'avoir débuté mon externat chez Pierre Soulier. Et à cette époque-là, il y avait un chirurgien qui mettait son doigt par l'auricule et qui dilatait tout simplement l'orifice. C'était un chirurgien très intelligent puisqu'il s'appelait Cervelle.
et qu'en plus c'était un chirurgien militaire. Alors je vois, ah bah, il dort, pardon. Et alors, c'est la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez des malades dont vous dites on ne peut pas les opérer parce qu'on va en tuer 3 sur 10, même un peu plus, 3 sur 10. Et d'un autre côté, si on les laisse comme ça, ils vont mourir. Est-ce que vous n'auriez pas envie, par votre voie interventionnelle, d'aller faire éclater cet orifice en se disant, bah, ça va peut-être durer ce que ça durera, mais c'est mieux que de le laisser mourir asphyxique dans 3 jours? Je vais répondre à la place d'Alec. Alec, il a les plus grandes statistiques mondiales des commissurotomies mitrales par voie percutanée. Merci. On a un petit peu plus de 20... T'es gentil, non, je ne peux pas dire, non. On a un peu plus de 20 ans de recul là-dessus. Mais ça, c'est des patients, ceux que j'ai montrés avec sténose mitrale et calcification de l'anneau, c'est pas des RM rhumatismaux, c'est des RM dégénératifs. Et enfin, vous pouvez en parler, les chirurgiens cardiaques ici, c'est des horreurs à opérer. Oui, j'ai un peu besoin d'explications. J'ai été très admiratif et je suis très admiratif de toutes ces techniques. Mais j'ai besoin d'explications parce que tout ce qui a été fait, c'est parce que vous avez été volontariste. Mais vous dites, pour les réparations, alors là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du gouvernement. Alors, en quoi le gouvernement, en quoi un fonctionnaire peut améliorer les techniques de réparation? Alors non, je dis simplement que l'accès aux techniques de réparation mitrale percutanée est extrêmement limité dans notre pays, pour des raisons de remboursement, etc., etc. Il est très large en Allemagne parce que le système de santé est différent. Ce que j'essaie de montrer par cette plaque, c'est que comme on ne peut pas négliger aujourd'hui, en 2015, l'aspect financier, l'environnement économique dans lequel on vit, et il est clair que vous parlez de la sténose mitrale par exemple, si on va en Afrique, vous parlez aussi de médecine humanitaire, c'est pas des procédés pour les pays où il n'y a pas de moyens, mais il faut avoir ça en tête, hein, parce que déjà au niveau, je vais vous montrer qu'au niveau de l'Europe, pour un procédé qui finalement s'adresse un peu aux mêmes malades, il y a un énorme gradient, c'est quelques cas, on fait quelques cas par mois, les Allemands c'est 5 cas par semaine. Voilà, on est à un accès qui est limité. Mais je ne regrette pas trop de l'avoir montré pour montrer où on en est, parce qu'on vit ça tous les jours dans nos services, hein, et pas seulement à la science publique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoutez, il faut plaider, il faut pas venir devant l'académie, il faut aller parler devant les décideurs. Mais non, il faut plaider, il faut se battre. Et puis, comme le dit Raj, il faut avoir des bonnes études d'économie de santé. Hein, pas le coût brut de la procédure, mais montrer que ça réduit le coût global de prise en charge de la maladie. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à faire entendre raison. Dans notre système, on fait des lignes, et ces lignes n'ont pas de relation ensemble. Moi, je sais très bien, parmi les malades les plus âgés qui étaient une valve aortique percutanée à la pitée salpêtrière, c'est une personne qui avait 99 ans. Vous allez me dire, à quoi ça sert? C'est parce qu'il faisait 3 édèmes pulmonaires par semaine, et 3 fois par semaine, il était hospitalisé. Ça coûte pas cher, ça? Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder les choses. Alec, on te remercie. C'était très bien. Je sais que tu as un avion à prendre, donc tu restes avec nous le temps que tu veux et tu pourras partir discrètement quand tu as l'envie. Merci beaucoup. Merci, Raj. Bien. Alors, on va changer de chapitre, on va arriver dans la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire est très fréquente. Si passé 70-75 ans, 10% de la population est en fibrillation auriculaire. Pendant très longtemps, c'était considéré comme une arythmie bénigne. Parce que quand on faisait une fibrillation ventriculaire, on mourait. Et quand on faisait une fibrillation auriculaire, on ne mourait pas. On disait que c'était bénigne. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que ça a des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Il y en a 2. Quand vous êtes en fibrillation auriculaire, vous perdez 25% du débit cardiaque. Ce qui n'est pas bon. Et puis deuxièmement, vous risquez de faire des caillots et vous faites des embolies. Et premier risque d'AVC, c'est des caillots qui viennent de la fibrillation auriculaire. Alors pour ça, il y a eu au long des décades des progrès, l'apparition des médicaments antiarythmiques, des traitements anticoagulants, etc., etc. Mais les traitements anticoagulants, est-ce que vous savez qu'il y a combien de morts par an? 4000 morts par traitement anticoagulant. Donc on se pose la question, comment peut-on faire pour améliorer les choses? Alors pour l'améliorer, soit on essaye de restituer le rythme sinusal, c'est ce que Mme Iden va nous dire, et s'il y a des cas qu'on ne peut pas restaurer le rythme sinusal, c'est Gilles Montalesco qui va nous dire comment on peut obturer
l'orifice de l'auricule gauche, parce que dans 90% des cas, les caillots sont formés dans l'ocule. Voilà.